Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Merci d'être venus. Voilà, je suis Mika Munsen. J'ai écrit récemment ce livre qui s'appelle La Villa Rully et on m'a fait la proposition de le présenter en public d'une façon un petit peu originale et j'ai sauté un petit peu sur l'occasion pour tout vous dire. Donc j'ai quelques personnes à remercier justement pour avoir proposé d'organiser cette sorte de spectacle, à commencer par mon éditeur, David, l'oiseau parleur, qui est ici. Bonsoir. J'ai à remercier également les bénévoles et les personnes de l'association des amis et lecteurs de la médiathèque de Saint-Aubin. J'ai à remercier également la ville de Saint-Aubin, vous spectateurs évidemment, et puis Corinne Basseux, qui va nous accompagner dans cette soirée. Alors voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc je vais vous faire une présentation du livre assez rapide autant que possible. Et puis on rentrera un petit peu dans le détail, on fera connaissance un petit peu mieux avec les différents personnages que vous serez amenés à rencontrer si on vous donne suffisamment de lire ce livre. Ensuite, alors il y aura bien sûr des extraits qui vous seront lus, c'est pour ça que nous sommes aussi nombreux devant vous. Et ces extraits lus seront accompagnés en musique donc, par le violon de Corinne. C'est pas facile de faire. Quand nous aurons terminé nos lectures, je vous proposerai de poser des nouvelles questions en rapport avec le livre, sa conception, si vous le souhaitez. Et puis, comme Noël approche à grands pas, peut-être que certains d'entre vous seront intéressés par un petit cadeau original, c'est-à-dire un livre dédicacé par son auteur. Voilà, je vous souhaite de passer un bon moment. Et on va commencer sans plus attendre. En fait, la Villa Rully, c'est une maison qui se situe sur le boulevard Cornuchet, à Deauville. Vous avez sans doute reconnu la photo. En 2021, en fait, elle est dans un état assez pitoyable, on va dire, ce qui fait que la plupart des gens, enfin même tout le monde, pense qu'elle est complètement abandonnée depuis des années. Sauf que il y a une rumeur qui enfle, qui dit qu'elle serait occupée par un monsieur âgé qui vit reclus, qui ne veut pas du tout se séparer de son bien. Alors c'est un petit problème parce que la maison, en fait, elle dépareille un petit peu le boulevard qui se trouve, l'environnement sur lequel elle se trouve, puisqu'il y a des belles villas à côté d'elle, mais celle-ci vraiment, elle a vécu, elle a passé son temps. Donc la ville veut la récupérer pour faire une opération à la fois financière dessus et puis récupérer l'espace pour pouvoir implanter un immeuble d'habitation. Et donc c'est la première adjointe au maire qui est chargée de récupérer cette maison, et lorsque elle se rend sur place, elle se rend compte que en fait c'est pas un vieux monsieur qui habite dans cette maison, mais un jeune homme. Et ce jeune homme, il prétend s'appeler Lawrence Maxwell et être le fils du premier propriétaire de la villa. Alors si on connaît un petit peu l'histoire de Deauville et l'histoire de la Villa Rully, cette ville elle a été construite à la fin du 19e siècle. Donc le monsieur, ce fameux Lawrence Maxwell, ça lui ferait à peu près 150 ans. Donc premier grain de sable dans la mécanique de la ville, il y a une personne dans la maison dont il va falloir peut-être se débarrasser à un moment. Deuxième grain de sable pour Madame Ning, la première adjointe dont je vous parlais, c'est sa fille tout simplement parce que
Elle a une jeune fille qui va au lycée à proximité de la Villa Ruby et qui, un midi, en sortant du lycée, va rencontrer de façon inopinée Lawrence Maxwell. Elle va tomber sous son charme et elle va se donner pour mission de l'aider à conserver la villa et à tout faire pour qu'elle ne soit pas détruite, tout simplement. Alors forcément, c'est contre la volonté de sa mère. Donc vous imaginez l'ambiance qu'il peut y avoir à la maison entre les deux femmes. Mais sans plus attendre, on va commencer par le début de cette histoire, parce que finalement, pour comprendre ce qui s'est passé dans la Villa Ruby, il faut remonter au Second Empire, à une époque où Deauville n'existe pas encore, c'est simplement une idée pour l'instant. Et il faut aller chez le docteur Olive, qui a fait fortune en fabriquant des petites pilules à l'arsenic qu'il vend pour être des perles de jouvence. Et il a une idée derrière la tête, le docteur Olive. Il a invité le duc de Morny, dont on aura peut-être l'occasion de reparler un petit peu plus tard, Brenay et puis Donon, pour exposer un petit peu son projet. Donc il les a réunis à Trouville en 1858 et ils sont sur la terrasse. Trouville, juillet 1858. Ah, la mer! Le duc était sous le charme. Le vent remuait les pointes de sa moustache et soulevait les pans de sa veste. Appuyé au garde-corps de la terrasse, les mains bien à plat, il scrutait le paysage mouvant. La mer et son spectacle éblouissant à l'infini renouvelé, ses myriades de gemmes scintillant dans les feux du soleil. Sous la surface, son peuple souverain de déesses, à colliers de perles et coquillages, de dieux arborant barbe bouclée, brandissant filets et tridents, de nymphes à chevelure en cascade, les aréoles dissimulées sous des astéries écarlates, de tritons soufflant dans des conques, chevauchant des dauphins, tenant en laisse toute une meute de créatures fantastiques, ou les bras chargés de trésors. Là, ils étaient là, tout souriant, dansant, badinant, adressant de grands signes sous la surface du miroir onduleux. Venez, venez donc chanter, rire et boire avec nous. Comme elles étaient attrayantes, ces mignonnes, comme ils étaient fiers et enviables, ces princes des palaces maritimes. La mer et son peuple turbulent, un chef-d'œuvre. Le soleil bleu, le ciel jaune, la mer verte. Le duc esquissa un sourire. « Ah, la mer, répéta-t-il, quel monde fabuleux !» Ces mots étaient destinés aux 3 hommes restés en retrait, afin de laisser au duc le loisir d'admirer la vue. Olive, Donon et Brenay eurent un instant la certitude qu'il allait se jeter dans le vide, happé par les vagues. « Je ne connais votre projet que dans les grandes lignes, messieurs, cependant, je suis déjà conquis. » Il s'agit donc du duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, qui est assez connu par ici, mais on pourrait dire pratiquement dans la France entière, puisque à l'époque, il n'y avait pratiquement pas de projet qui pouvait être mené en France sans avoir son aval. Et s'il participait à un projet, on pouvait considérer que ça allait être une réussite. Donc c'est une des raisons pour lesquelles Olive lui a proposé son idée. Et son idée, elle est simple, c'est de récupérer les terrains qui sont de l'autre côté de la Touques, qui sont pour le moment occupés par des moutons, et les acheter une bouchée de pain, et puis faire construire des belles demeures dessus. Donc c'est ce qui va se passer de l'idée de Deauville à Deauville en elle-même, et à la Villa Ruby, qui va sortir de terre quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1864.
le duc de Morny va vouloir aussi faire en sorte que le port qui soit aménagé puisse concurrencer le Havre. Alors c'était une volonté, malheureusement, pour lui, ça a raté. Par contre, il a permis la construction de la voie de chemin de fer et de relier Paris à Deauville en un minimum de temps pour permettre justement aux personnes qui achèteraient les villas de pouvoir s'y rendre le plus facilement possible et le plus rapidement possible. On va donc se retrouver en 1864 maintenant. La Villa Ruby est sortie de terre, comme je vous le disais. C'est une maison complexe, une belle maison qui se démarque vraiment des autres. C'est une œuvre d'art en fait, mais il reste une dernière pièce à poser. En ce matin de printemps, une brume légère rendait toute chose incertaine. Au loin, le paysage produisait des impressions trompeuses. René savait la mer plate dans sa direction, une nappe bleue jetée sur la grande table du monde, jusqu'aux falaises crayeuses de l'Angleterre. Mais il y avait quelque chose d'enivrant à se laisser abuser par ces impostures stupéfiantes, si saisissantes qu'il rechignait à les mettre en doute. René avait envie de crier, histoire de voir jusqu'où porterait sa voix. Lui répondrait-on? Lui reviendrait-elle en écho? Juchée sur le fait du toit, la mer sombrait à son regard roux. 14 mètres de verticale, et le vide autour. Il se sentait à la fois minuscule et investi d'une puissance incommensurable. L'avenir ne lui faisait plus peur. Lui, le gamin malade, moqué à l'école, apprenti couvreur, n'avait-il pas dompté la bête? Il en avait gravi les flancs, une écaille après l'autre, s'était accroché à son cou et se tenait à présent en équilibre sur sa crête, vertigineux. René, les muscles bandés, son père se tenait près de lui à portée de chuchotis. Tout va bien? La tête d'épi entre ses mains écorchées par l'âpreté des matériaux. Une pièce en terre de Limoges, cuite 2 fois. Une première fois pour la solidifier. Oui, père. Une seconde pour exprimer le falamé brillant des émaux. Ne regarde pas en bas. Bleu, jaune, vert, ocre. Plusieurs livres de terre cuite façonnés en chimère. Non, père. Que longue et lancéolée, elle, membraneuse déployée à demi, serre acérée, enracinée dans un globe trop petit, coulon, sinueux, s'achevant sur une gueule béante, crachant du feu. À toi de jouer maintenant. La dernière pièce.
bac pour signifier que le temps a passé. La villa a traversé les époques, laissé de côté l'Empire, laissé de côté la Belle Époque, la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, les années folles, etc. Et on arrive en 2021. En 2021, elle est dans un état lamentable, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais elle intéresse quand même beaucoup de personnes, et en particulier un expert en immobilier, Martin Duval. La demeure, il la connaissait assez bien, mais du moins le croyait-il. C'était une bâtisse remarquable. Enfin, autrefois, des cartes postales anciennes la présentaient plein cadre, en noir et blanc, avec la légende en bas inscrite en tout petit, 1867, Deauville, la Villa Ruby. Le détail susceptible de faire aboutir la négociation d'une belle vente, cette inscription. La conviction d'entrer dans l'histoire du pays pour les richissimes acquéreurs étrangers en mal d'anecdotes pittoresques, cela n'a pas de prix. Un bien prometteur donc, mais pour qui possédait, comme l'agent parisien, l'œil de l'expert, habile à dépasser l'aspect délabré, dans lequel la négligence, peut-être carrément l'incurie ou la banqueroute de son propriétaire, l'avait plongé depuis belle lurette. Car il fallait des années d'un incessant abandon pour parvenir à un tel point de décrépitude. La villa, comme toutes les autres, attirait l'œil lorsqu'on se promenait boulevard Cornuchet, mais pour de mauvaises raisons. Vaste, typique, d'une architecture audacieuse, d'une élégance intemporelle, elle l'était. Cependant, elle ne lorgnait plus sur la mer que de quelques yeux valides et évoquait davantage l'antre ombreux d'une épouvantable sorcière plutôt que la retraite enviable d'un millionnaire distingué. Si l'expert en immobilier avait sciemment exagéré son état de délabrement, on ne pouvait pas lui donner tort quant à l'effet général produit pour un éventuel acquéreur, par l'aspect lessivé des peintures, les brisures formées dans les bandeaux polychromes du fait de l'effritement des briques, la courbure alarmante de plusieurs avant-toits, les volets vermoulus et dégondés, les ferronneries rongées par la rouille, ou encore les statues décapitées ou démembrées dans les niches du premier niveau. Les dallages en désordre donnaient l'impression d'avoir subi le passage d'une onde sismique de magnitude 7, et la végétation livrée à elle-même débordait de partout. Mais il y avait pire. Une anomalie préoccupante s'observait au milieu de la toiture complexe, analogue à celle de la villa strasbourgeoise entretenue celle-là, où un affaissement sensible, trahissant une rupture de la charpente, présageait une catastrophe imminente. Et le plus inquiétant, c'était cette longue lézarde qui traversait la façade de la crénelure du toit terrasse jusqu'au perron, comme si les murs opposés des pignons avaient un jour menacé de saisir leur indépendance. Si bien que la question surgissait inéluctablement. Mais qu'attendent donc les pouvoirs publics pour débarrasser le boulevard Cornuchet de cette antiquité qui menace ruine? Car plus personne ne vit ici, n'est-ce pas? Eh bien si, Lawrence Maxwell vit ici. Il est chez lui. Alors c'est un jeune homme qui présente beau. Il est à la mode du 19e siècle. Moustache, fine. Il a un parler qui correspond également au 19e siècle. Il utilise des expressions qu'on n'utilise plus guère, nous, de nos jours. Mais il est là. Et il ne veut pas se débarrasser de sa maison. C'est un bien de famille. Retrouvons-le chez lui, parce que je crois que ça sonne à la porte. La clochette tinta. Dans le miroir au teint mielé par le temps, les sourcils sombres s'arquèrent de surprise avant de plonger et trahir un sentiment désagréable. Un rictus apparut au coin des lèvres, soulevant une extrémité de la fine moustache brune, comme si la visite annoncée par le sang métallique se soldait déjà par un échec cuisant. Assoupi en boule sur son fauteuil tendu de velours rouge et limé, un petit chien dressa la tête, poussa un bref jappement dénué de conviction, puis se rua de sa courte foulée pataude vers le corridor. Le jeune homme soupira. De la pendule de voyage,
En attestait sa poignée sur la face supérieure, en forme de temple à colonnade, posée sur la tablette de la cheminée. Il aurait pu tirer un bon prix, voire un prix excellent. Une véritable Arnold et Dent en bronze doré et patiné, signée et numérotée 633. Elle avait fait le tour du monde sur un brigantin de 27 mètres de long. Un périple décisif de 5 ans, rapporté en détail dans un des lourds volumes cuirassés de la bibliothèque. Mais l'objet ne lui semblait pas fiable. Il avisa la montre de son gousset. Sapristi, qui cela peut-il être à cette heure? Je pourrais être à table. À vrai dire, l'horaire était de peu d'importance. Le jeune homme se conformait à des réactions pavloviennes censées être ancrées depuis des lustres dans un quotidien rythmé par l'oisiveté auquel elle ne s'accordait pas. Il rajusta le gilet gris sous son veston, toucha par réflexe sa cravate qui était en place, puis se dirigea à son tour d'un pas résolu vers la porte d'entrée côté mer. Ses pas claquaient sur le carrelage en damier du vestibule lorsque la clochette tinta de nouveau. L'époque a sacrifié à toute notion des convenances. Enfin, on ne sonne pas à cette heure chez les gens sans avoir pris rendez-vous. Il s'agaçait, et pour tout dire, l'absence de personnel de maison n'arrangeait rien. Derrière le verre brouillé, une silhouette ursine barrait la lumière. Le petit chien, assis du côté de l'ouverture de la porte, en bon cerbère, se tenait prêt à bondir, aussi impressionnant que fut l'importun au regard de la modeste taille du cavalier King Charles espagnol. Son maître saisit une canne dans le porte-parapluie, celle à poignée métallique, en tête de renard, ayant appartenu, dit-on, au major McKinley en personne. La clochette tinta une 3e fois. Non, il vaut mieux pas venir l'embêter, le reste Maxwell. Il peut avoir certains accès de violence. Faisons la connaissance un petit peu plus à présent avec Charlène Ning. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est la première adjointe au maire qui est chargée de récupérer la Villa Ruby. Alors, c'est une femme qui a toujours été portée vers la politique et qui a de grandes ambitions, qui nourrit de grandes ambitions. Ce projet de récupération de la Villa Ruby fait partie, en fait, de ce qu'elle doit faire d'une certaine manière, à la fois pour satisfaire le maire, mais aussi ses administrés. Et ça pourrait bien lui permettre d'être projeté au premier rang des prochaines élections, puisque le maire doit passer la main. Et donc, elle espère bien devenir maire, voire plus, aux prochaines élections. Foulard bleu marine noué autour du cou, avec une négligence étudiée. Tailleur mauve pastel et chemisier blanc. Talons hauts et fins. Maquillage sans excès, afin de ne pas donner prise au ragot. Silhouette élancée, teint doré, cheveux blonds laqués, de l'écume autour de la tête, ou bien une crinière selon qu'elle jouait les nymphes mystérieuses ou les félins indomptables. Clairement, Charlène Ning cultivait sa ressemblance avec Anne d'Ornano. Et si quelqu'un, collègue, administré ou journaliste, venait à le lui reprocher, elle l'assumait en ajoutant que cette femme était un exemple pour elle, tant dans son exercice de la politique que dans la manière de porter son sexe. Les propos avaient été transcrits entre guillemets dans Paris-Normandie, noyés dans un article sans intérêt, relatant la réception à l'hôtel de ville à l'occasion des vœux du maire au Deauvillais. Malgré son âge et sa beauté fanée, elle s'était rarement sentie aussi bien, aussi pleine, aussi heureuse. À croire que la maturité rendait urgent ce désir de vivre qu'elle n'avait en réalité qu'effleuré durant sa jeunesse studieuse. Elle adorait cette impression de plénitude. Nul doute qu'il serait exacerbé lorsqu'elle serait élue maire aux prochaines élections. Puis députée, sénatrice, ou nommée ministre, voire élection.
accepterait même de griller les étapes à l'instar d'un président pas si lointain. Un rêve inaccessible, un secret, un fantasme, encore un, dont elle entretenait l'espoir. Certains rêves ne se produisent-ils pas si l'on y pense très fort? C'était cela la politique, l'aptitude à décider de son propre destin avant celui des autres. Commence déjà par la mairie, ma fille, se rabroua-t-elle en sortant de l'hôtel. Et puis il y a sa fille, Marianne Ning, qui est une jeune femme, on dira, sensible, raisonnable, bien élevée, déterminée également. Les chiens ne font pas des chats. C'est aussi une jeune femme qui est passionnée et sa passion, c'est le violon. D'ailleurs, elle a eu la chance de rencontrer ses idoles quand elle était toute petite. Et depuis qu'elle les a rencontrés, Hilary Hahn et Corinne Basseux, elle rêve de devenir violoniste professionnelle. Et là, elle vient de changer la mèche de son archet. Elle l'a récupérée chez le luthier. Elle est rentrée chez elle et elle a quelques petits tests à faire pour voir si vraiment il fonctionne bien. Ça a changé tout, d'écrin neuf et l'absolu à la pointe. Ce n'était pas encore parfait, ça ne le serait jamais d'ailleurs, mais l'archer semblait à nouveau en mesure de déployer ses promesses. Il faudrait le jouer, trouver la tension optimale, éprouver sa souplesse, anticiper ses réactions, atténuer, amplifier, l'apprivoiser une fois encore, délicat et délicieux. Elle retrouvait le plaisir qui s'était émoussé à mesure que la mèche s'usait, ces vibrations chaudes et rondes qui l'enveloppaient d'une plénitude mouvante. L'archet est un ciseau. Marianne sculptait le silence à sa guise. Alors, saillait du bloc toute une foule de joyeux gardes montants. Ou de soldats défaits, d'amoureux passionnés et miséreux, de séducteurs méprisants, d'aventuriers aux enfers. De révolutionnaires résignés, de tribuns grandiloquents, de vieux rois montagnards. Toute une diverse humanité, libre jusqu'au refus de se laisser circonscrire. Et puis des mers, des clairs de lune, des palais d'Orient, des steppes fauchées par des hordes de cavaliers sanguinaires, des cités grouillantes ouvertes aux quatre vents. Des forêts mythiques, des mondes de merveilles insoupçonnables, et encore des bourdons vivaces. Des sabres virevoltants. Des fleuves paisibles, puis tumultueux. Des printemps éternels. Des espoirs défunts. Des dilemmes insolubles. Des odes spirituelles. Des victoires précieuses. Cette fiction et son esthétique frisson qui font la vie supportable.
l'archer restituait sa voix à l'instrument. Et la vie, elle, renouait avec la conteuse, habile à l'enchanter. Marianne se laissait porter, se suspendait au point d'une phrase. D'un geste, chassait un minuscule panache de colophane, frottait les cordes près du chevalet avec sa manche, afin d'ôter le surplus de poudre d'ambre. Puis elle reprenait, transportée cette fois par le romantisme de la légende de Wieniawski. Elle entamait l'enchaînement des tierces, allegro moderato, quand son portable vibra sur le pupitre. À table. C'était maman, en direct de la salle à manger. Alors justement, maman, retrouvons-la. Elle est avec Marianne à table. Les inséparables sont présents. Les inséparables, ce sont les petits frères de Marianne, deux jumeaux adorables. Qu'une jeune fille au père, Vigdis, franco-islandaise, est chargée de mener un peu à la baguette parfois. Non, elle n'a pas de baguette en fait, elle arrive à bien s'en faire obéir. Et puis il y a Monsieur Ning qui est présent. Lui, il travaille à l'international pour une entreprise de services de sécurité. Donc c'est une chance qu'il soit là ce soir, il n'est pas toujours présent. Retrouvons-les donc en plein repas, car c'est là, dans la douceur de la famille, que le nœud du problème va se serrer. Bientôt, tout le monde fut attablé. Entre deux bouchées, on racontait sa journée, avec plus ou moins de réserve. Madame Ning développait le thème des prochaines élections municipales. Vigdis transmettait un message de la maîtresse qui parvenait encore à se montrer diplomate, en dépit des frasques des jumeaux. On commentait l'actualité, des choses et d'autres. Parfois, un silence relatif s'invitait. C'est lors d'un tel silence que Marianne aborda le sujet. Elle avait balancé longuement, cherchant un angle d'attaque, ne souhaitant pas risquer de devenir la proie de soupçons embarrassants. Maman, Oui, ma chérie. pourquoi tu lui as dit que c'était un vieil homme rustre et déplumé? Qui ça? Le proprio du numéro 9. Madame Ning sentit des fourmis lui parcourir le corps, ses jambes ramollirent. Heureusement, elle était assise. Sa fourchette glissa d'entre ses doigts, mais elle parvint à la rattraper avant qu'elle ne lui échappât tout à fait. Depuis son retour, elle avait tout fait, peut-être même un peu trop, pour dissimuler son anxiété. Elle aussi avait cherché comment aborder le sujet, mais pour des raisons différentes. La principale étant qu'elle voulait interroger sa fille au sujet de Maxwell, tout en la tenant à distance de cette histoire. Sa fille, son bébé. À vrai dire, elle ne le connaissait pas, ce Maxwell. Il était absolument différent de ce à quoi elle s'était préparée. Elle ignorait de quoi il était capable, vraiment capable. Mais elle ne le sentait pas. Il ne semblait pas du genre à proférer des menaces en l'air derrière son sourire sarcastique. Cela lui mettait le doute. Sa peur venait de là. Était-il vraiment capable de faire du mal à Marianne? Peut-être pas lui en personne. C'était plutôt le genre d'individu à posséder des hommes de main. Faire du mal à Marianne? S'il lui arrivait quelque chose, si jamais il arrivait quelque chose à Marianne, elle s'en voudrait à mort. Ne pas soulever d'inquiétude. Ne surtout pas révéler son trouble. Elle trouverait une solution. En dernière extrémité, elle démissionnerait. C'est là que l'avaient conduite ses réflexions de la journée. Pour le bien de tous, elle devait continuer à jouer la comédie. Parce que ce n'est pas le cas, ma chérie. Répondit-elle d'un air détaché. Non. Marianne hésita un instant, mais il était trop tard pour reculer. À son tour, elle tenta d'adopter un ton badin. Mais chez la fille moins expérimentée, la note sonnait moins juste que chez la mère. Disons que Ce ne ce ne sont... sont pas les termes que j'aurais employés. Tu l'as rencontré? Il t'a abordé? Oui. Dit Marianne, en ne parvenant pas à réprimer un sourire.
Il nous reste à rencontrer un dernier personnage principal pour la période 2021. C'est Abondance Mansali. Abondance Mansali, je ne vous en ai pas parlé. C'est une jeune femme qui vient d'être employée par Martin Duval, l'agent immobilier. Elle était avec lui lorsqu'ils ont essayé de récupérer la villa Ruy et ils ont été vertement chassés. Mais en rentrant à Paris, à l'agence, Martin Duval lui donne pour mission de fouiller un petit peu du côté de Lawrence Maxwell et de la descendance des Maxwell, de Andrew Maxwell, Lord Andrew Maxwell. Ben oui, il faudrait bien savoir à qui appartient vraiment cette maison. Donc elle va mener son enquête et elle va aller de découverte en découverte. Là, je vous propose de partager un petit bout de chemin avec elle. Elle est sur le chemin du retour. Elle sortit de l'immeuble quai du Louvre. Elle chaussa ses pods et se cala sur le Mauve. Le décor ne correspondait pas trop, les immeubles n'étant pas des gratte-ciel. Mais la foule, les sirènes, l'agitation, l'anonymat et la musique, surtout, tout ça lui donnait l'illusion de l'Amérique. New York, Atlanta, Los Angeles. Elle s'était promis d'y aller un jour, et pas seulement pour le tourisme, pas nécessairement pour le tourisme. Elle se défendait en anglais, niveau expérimenté au TOEIC. Son rêve, posséder une agence là-bas. New York, Atlanta, Los Angeles. Los Angeles, le top du top. Imagine, Hollywood, les stars, les belles demeures, les immenses villas en verre sur les collines. Là aussi devait y en avoir des maisons à 7, 8, 9 chiffres. Et forcément, en côtoyant tout ce joli monde, elle finirait par rencontrer un capitaine d'industrie, un as du numérique, un acteur. Oui, un acteur, un jeune, peu ou pas connu, un beau mec qui la ferait marrer. Un type genre Will Smith, enfin son fils plutôt. Un beau noir, musclé, mais pas trop. Les fesses en trompette, la police, l'œil rieur, intelligent. Facétieux, évidemment. Charmant. Il lui offrirait des fleurs, des bouquets extravagants, l'emmènerait en voyage aux 4 coins du monde sans jamais la prévenir. Elle quitta le boulevard de Sébastopol pour entrer sur celui de Strasbourg. Gare de l'Est. Retour à la réalité. Abondance ôta ses écouteurs, elle ne voulait pas manquer l'annonce concernant son RER, le E, celui desservant le sud de la Seine-Saint-Denis. Les écrans indiquaient à l'heure sur son quai habituel. En attendant, elle se rendit au banc le plus proche, s'assit, coinça son baluchon entre ses jambes et sortit à nouveau son portable de son sac à main. Inutile d'appeler Mam, son téléphone serait soit éteint, soit déchargé, comme d'hab. Elle adressa un texto à sa sœur, Astou. Depuis son entrée au collège, comme elle effectuait le trajet seule, Abondance avait insisté auprès de Mam pour qu'elle ait un portable, un appareil bon marché, le premier prix des reconditionnés. Elle devait être joignable, même si elle traînait au bleuet leur immeuble. La réponse ne se fit pas attendre, à croire que sa sœurette guettait ce message scotché à son smartphone. J'ai prévenu, maman. Abondance esquissa un sourire attendri en voyant la faute d'orthographe. Elle imagina Hawa assise dans la cuisine, Mam penchée au-dessus d'elle, affairée à lui plaquer ses tresses sur le crâne. Il en faut de l'abnégation pour élever 3 filles, seule. Abondance n'avait qu'une hâte, toucher son premier salaire et le déposer sur l'autel de Mam, afin d'alléger ses efforts et surtout de dissiper ses angoisses. Vous connaissez à présent les personnages principaux de cette histoire. Alors il y a une foule de personnages secondaires, parmi eux Vigdis, dont j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, Agathe, Astrid, les amis de Marianne.
et puis bon, plein d'autres que vous découvrirez à la lecture du livre, je l'espère. Et puis, il y a aussi des périodes historiques avec des personnages plus ou moins importants. Et comme aujourd'hui, on a la chance d'avoir Corinne Basseux parmi nous, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, de l'opéra orchestre de Mandy-Roman. Oui, c'est votre revendique. J'ai voulu être officiel. Oui, non, mais t'as raison. Et donc, il y a un personnage dans le livre qui s'appelle Henryk Wieniawski, qui est un violoniste virtuose du 19e siècle et qui, à l'occasion d'une tournée européenne avec son ami Anton Rubinstein, un célèbre pianiste, s'est arrêté à Londres et est tombé amoureux en fait d'une jeune londonienne qui s'appelle Isabella Anton. Alors, il file le parfait idylle et il voudrait se marier. Le seul problème, c'est que le papa de la jeune fille ne veut pas d'un mariage, ne veut pas marier sa fille avec un artiste, un saltimbanque en fait. Il a d'autres ambitions pour elle. Donc, Henryk Wieniawski, qui compose également, il n'est pas seulement virtuose avec son violon, il compose, il leur a concocté une petite surprise. Londres, octobre 1859. De la concentration, s'exhorta-t-il. Le violoniste est un animal à sang-froid. Le doute ne lui est pas permis. Rubinstein donna le la. Wieniawski s'accorda rapidement. Il vérifia ses harmoniques avant de remercier le pianiste d'un signe de tête. Il s'éclaircit la voix, puis se tourna vers le public. Une assistance restreinte, mais néanmoins la plus importante et la plus impressionnante de toute sa carrière. Henryk réalisa qu'il s'apprêtait à jouer sa vie. Une fois de plus, il se tenait à la croisée des chemins. Avant tout, Mr. Hampton, je dois vous prévenir qu'à l'issue de cette surprise, je réitérerai ma demande concernant la main de Miss Hampton. Isabella se fendit d'un immense sourire et tenta aussitôt, sans ruiner son maquillage, d'endiguer les larmes de joie lui embuant les yeux. Mr. Hampton voulut protester, mais à peine eut-il ouvert la bouche que Henryk lui coupa la parole. Mr. Hampton, je sais que vous n'avez pas revu votre jugement depuis notre dernier entretien, mais permettez-moi d'apporter un nouvel élément dans la balance. Soit, dit Mr. Hampton magnanime, je ne pense pas qu'un morceau de musique, aussi virtuose soit-il, résoudra notre affaire. Mais faites donc, mon ami, l'après-midi est si doux, je m'en voudrais de tout gâcher. Wieniawski chercha ensuite le regard humide et souriant de sa délicieuse Bessie. Lorsqu'elle eut séché ses larmes qui n'avaient pas coulé, il dit « Très chère Isabella, j'ai composé cette pièce pour vous. Je l'ai nommée « Légende », par anticipation pour celle que nous aurons très bientôt, le bonheur de vivre ensemble. Elle symbolise mon amour, l'amour incommensurable que j'éprouve pour votre adorable personne. Elle est mon cœur. Ce cœur, je l'ouvre sous vos yeux et je le dépose à vos pieds. Ces mots improvisés produisirent sur lui-même l'effet d'un baume miraculeux. Tout à coup, l'esprit fut clair, son cœur calme, sa main avait cessé de trembler. L'animal à sang-froid, invoqué précédemment, avait repris le contrôle. Wieniawski se campa à côté du piano, il adressa un signe du chef à Rubinstein et celui-ci commença.
nous devons parler sérieusement, Monsieur Wignawski. Je le crois également, Mr. Hamke. Bien sûr, à Deauville, on ne peut échapper à... Non, je ne vais pas vous en dire plus, je suis sûr que vous allez les reconnaître grâce à cet air et à l'extrait suivant. Jean-Louis souriait, ravi. Il tournoyait sur cette plage une des plus jolies femmes du monde, pendue à son cou. Le cinéma permet ces moments fantastiques, songeait-il. Claude décrivait des cercles autour d'eux, laissant libre cours à son enthousiasme. Magnifique, fabuleux. Oh, quel plan! Le paysage tourbillonnait, c'était étourdissant. Mais à cet instant précis, l'attention de Claude fut captée par un détail à l'arrière-plan, un détail horripilant. C'est le genre de détail qui aurait sûrement échappé à tout le monde, monteur et spectateur, critique averti. Toutefois, pour Claude, ce détail risquait de nuire au film. Après avoir accepté 80 minutes à créer une ambiance propice à un dénouement merveilleux, sa crainte était de voir les spectateurs sortir de l'histoire romantique dont ils faisaient désormais partie, à cause de ce détail. Hors de question de leur fournir un motif de distraction à ce moment précis. À aucun moment d'ailleurs, pas d'excuse. La tour sublime qu'il était en train d'ériger allait s'effondrer juste avant la pose de la dernière pierre. Impossible. Impossible, définitivement impossible. D'accord, cette villa du front de mer faisait partie du décor, au même titre que les hôtels cossus, les cabines de plage, les grues jaunes, les piles d'agglos, les fondations en cours de réalisation, les mouettes et les rares badauds arpentant la plage. C'était le souhait de Claude de tourner en extérieur, en décor naturel, de se laisser surprendre par le surgissement du réel afin de rendre son histoire la plus vraisemblable possible. Mais là, c'était trop. Que foutait cette maison digne d'un Disney sur sa pellicule? Comment ne l'avait-il pas repéré avant? C'est incroyable. Et surtout, cela ne cadrait pas du tout avec l'ambiance qu'il désirait insuffler à son film. Il arrêta sa caméra et piqua une colère de diva. Merde alors! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Arrête, Jean-Louis, arrête! Arrête, vous allez vous étourdir. Jean-Louis s'arrêta et déposa délicatement un noug au sol. Quoi? Demanda-t-il de sa voix traînante. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'ai-je fait? Non, non, Jean-Louis, excuse-moi, c'est pas toi. Hein. Merde, c'était parfait. Ah, je l'avais, mon étincelle de première prise. Et merde, regardez-moi ça. Claude avait déjà remis la caméra entre les bras de son assistant et désignait quelque chose de ses mains tendues vers l'avenue qui bordait la plage. Ah, c'est pas possible, je ne peux pas laisser cette calamité dans le champ. Tous les regards convergèrent dans la direction indiquée. Pour terminer, je vous propose de faire un retour à la belle époque. Nous sommes en août 1879, au Cercle. Alors il faut savoir que le Cercle, c'est un lieu où se rencontrent les amoureux du cheval et des courses hippiques. C'est là aussi où on y fait des rencontres importantes, où on y fait des affaires également. Et la rencontre qui va se nouer à ce moment précis, celle entre Lord Andrew Maxwell et le docteur Cornelius Hertz, un mystérieux américain, va avoir un impact important sur l'histoire. En fait, s'ils ne s'étaient pas rencontrés, rien de tout ce que vous venez d'entendre, pratiquement, ne se serait passé. Quand enfin le vieil Anglais eut pompé quelques bouffées, contribuant à son tour
souffler quelques bouffées. Contribuant à son tour à l'atmosphère enfumée de la rotonde, il lissa ses favoris d'un geste machinal et dit « Eh bien, jeune homme, me direz-vous enfin à qui je dois les réminiscences de ces souvenirs oubliés ?» Lord Maxwell parlait un français presque parfait, mais il avait conservé cet accent britannique caractéristique d'un apprentissage de la langue accompli à l'âge adulte. Le jeune homme fléchit le bras droit de manière que sa main posa sur son épaule gauche, puis il inclina légèrement le buste dans une parodie de salutation protocolaire. Singerie digne de l'Empire, songea Lord Maxwell. Certes, la redingote de gala et le gardénia à la boutonnière du vieil Anglais tranchaient avec la tenue de l'inconnu, mais d'autres messieurs, comme lui, portaient encore des vêtements en vogue sous Napoléon III. Cela les disqualifiait-il pour autant? Enfin, se moquait-on? Mais non, l'homme l'arguillerait semblait simplement se fondre dans cette espèce de joie ambiante un peu guindée. Il tendit la main au vieux lord, tout en le gratifiant d'un sourire franc et généreux. « Docteur Cornelius Hertz pour vous servir. » Docteur Hertz, et que me vaut le plaisir de cette rencontre? J'entends, en dehors de ce fameux Havane, demanda Lord Maxwell, en faisant rouler le cigare entre ses doigts d'un geste expert. Quelqu'un m'a donné votre nom, dit Hertz, d'un air affecté de conspirateur. Oh, fit semblant de s'étonner Maxwell, sans ôter le cigare de sa bouche. Fort bien. Le vôtre ne m'est pas inconnu. Une personne digne de confiance. Vous m'en direz tant. Un informateur des mieux renseignés. Je vois, eh by Jove, que vous a donc rapporté ce précieux informateur me concernant, Mr. Hertz? Eh bien, il accusa une mine ennuyée, tout en entraînant le vieux lord un peu à l'écart du piano. Oserais-je? Maxwell l'observa avec intensité. Un doute semblait s'immiscer dans son esprit. Faites, Mr. Hertz. Esperluette gracieuse m'a permis d'empocher certains gains cet après-midi. Tel que vous me voyez, je suis disposé à souffrir l'affront le plus odieux qui soit, sans réclamer réparation de vos torts. Nous finissons donc sur ces quelques notes de Kreisler. Et je tiens à remercier les lectrices et le lecteur et la violoniste. Je vais commencer par Alain. Merci beaucoup. Oui, merci à toi. Merci à Bernadette. Merci à Michel. Bravo à Corinne. Je vous remercie vraiment très profondément parce que voilà, c'est la première fois qu'on nous fait une telle proposition d'organiser une rencontre avec des lecteurs et j'ai trouvé ça génial. La rencontre était géniale. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions à poser concernant le livre, l'écriture, je suis prêt à répondre à vos questions. Ben, cette ville-là, elle existe vraiment? Elle existe, vous l'avez entendu, il y a une description. Non, elle existe, c'est dans ma tête en fait. En fait, c'est pas la peine de la chercher à l'eau. Non, c'est pas la peine. J'ai une lectrice qui a passé une semaine cet été
Elle connaît bien Deauville en fait, hein. Et elle s'est posé la question, mais elle est où, elle est où, elle est où? Elle la voyait pas. Donc elle a pris plein de notes, elle m'a dit, c'était au moment de la canicule, elle était coincée dans sa maison, donc elle a passé la semaine à lire le livre, elle a pris plein de notes, et elle m'a dit, je vais aller avec ma soeur, il faut que j'aille avec ma soeur à Deauville, et il faut qu'on la retrouve cette ville. Mais en fait, elle a toujours cherché, parce qu'elle n'existe pas. Elle vous l'a pas dit, elle vous l'a pas dit. Peut-être bien. Non, il suffit de chercher un petit peu et de se laisser aller. Vous êtes passionné d'histoire, non? À part la biologie Passionné cellulaire. d'histoire. J'aime être surpris. Et oui, c'est ça en fait. C'est tout ce que je vous ai raconté dans le livre, je ne le connaissais pas avant de l'écrire. Et bien souvent, quand j'écris une histoire, c'est parce que je découvre quelque chose qui m'interpelle, et puis j'ai plein d'images qui viennent, et puis des histoires, et à un moment, je me dis, bon, bah là, il faut que je l'écrive, quoi. Il y a parfois une conjonction aussi de micro-faits qui vont déclencher justement l'envie d'écrire. Mais sans rien dévoiler, et pour donner l'envie de lire, il y a quand même une structure très étonnante à la fin. Alors, On n'en dit pas plus. Mais surtout, la structure du livre est très étonnante. Alors il y a quelque chose, la structure, on peut en vraiment je parler. m'y attendais pas du tout. Et faut pas dire, parce que j'ai Ah, ça faut pas du tout le dire. Non, on ne parle de rien du tout. La structure du livre, on peut en parler un petit peu. En fait, il a été remanié à plusieurs reprises, ce livre, comme la plupart des livres, mais je suis resté en fait sur la structure, la dernière structure, parce que je trouvais qu'elle était intéressante. En fait, cette structure, c'est tout simplement la construction d'une villa. C'est-à-dire que vous avez dans la table des matières, on commence par les fondations, pourquoi pas Mornyville, la rencontre dont on vous a parlé tout à l'heure avec le docteur Olif et le duc de Morny, quand ils envisagent de créer Deauville, en fait ça aurait très bien pu s'appeler Mornyville, le duc de Morny. Donc voilà, il y a cette rencontre qui ouvre le livre, et puis après on va entrer, il y a différentes parties, et dans chaque partie, on va faire comme si on visitait une pièce de la villa. Donc il va y avoir le hall d'entrée, le cellier, la cuisine, la salle à manger, etc. Et puis la chambre bleue, les finitions. Dans une maison, il faut bien finir à un moment donné. Et même quand c'est fini, il y a encore le grenier. Et dans le grenier, il y a des malles. Et forcément, dans les malles, c'est là que sont enfermés les secrets de famille, d'une façon habituelle. Et ces malles, d'ailleurs, on n'est pas obligé de les lire au moment où elles sont conseillées, au moment où je les conseille. J'ai mis des notes de bas de page, en fait, et ces notes de bas de page renvoient à une malle, à des moments donnés du livre. Mais on n'est pas obligé de les lire à ce moment-là, on les lit quand on veut. Si on veut se laisser emporter par l'histoire, l'intrigue, jusqu'au bout, pourquoi pas. Et ensuite, on va découvrir les malles, c'est-à-dire qu'on va avoir de nouvelles découvertes à faire qui sont en rapport avec l'actualité et avec l'histoire. En fait, je ne voudrais pas non plus donner cette idée que le livre ne parle que du 19e siècle. Ah non, vous parlez de Madame Tornano. Ah, j'ai pas vu, moi. Je voudrais pas que l'ambiance, que les personnes qui sont venues ce soir ressortent en se disant ouais, c'est un roman historique qui parle du 19e siècle, ça me va. C'est pas le sujet. Et il y a un moment, j'espère que je l'ai fait, je l'ai pensé de cette manière-là, je voulais que l'histoire rencontre l'actualité. Et voilà. Chaque malle aurait même suffi à un livre. J'ai l'impression que vous avez brûlé beaucoup de... Vous auriez pu faire 5 livres, je suis sûre. Avec des malles, pour l'éditeur. Pour ne rien vous cacher, quand j'ai présenté le manuscrit à une de mes amies qui est autrice aussi, elle m'a fait donc une critique sur le livre. Et une des critiques principales qu'elle m'avait faites, c'était voilà, moi il y a toute une partie que je supprimerai du livre parce que il n'est pas question précisément de la Villa Ruby dedans. Il n'y a pas la Villa Ruby dedans. Donc à supprimer.
Alors j'ai réfléchi, et puis Et puis non. ah non, c'est pas possible. Si on supprimait ces chapitres-là, ça supprimait l'objectif, en tout cas, oui, l'objectif que je voulais atteindre moi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer parler uniquement de la Villa Ruby et ne pas mettre en parallèle les chapitres dont il est question qui font appel à l'actualité. Je laisse le mystère planer. Alors oui, maintenant j'ai des lecteurs qui m'ont posé, qui m'ont demandé de faire une suite. Alors, une suite, pas véritablement une suite, mais de prendre certains personnages et de les développer. Et alors un personnage qui revient dans la bouche des lecteurs, c'est Abondance Mansali. Elle est adorable, Abondance Mansali, moi je l'aime bien. Elle a interloqué pas mal de personnes et c'est un personnage auquel Oh, Madame Ling, on ne sait jamais si Madame Ling devient présidente. Mais Vigdis, moi elle m'intéresse Vigdis, c'est quand même le prénom de la première ministre de l'Islande. Oui, c'est un prénom qui est commun en Islande. Hein. Mais oui, tout à fait, c'est la première présidente. Même. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Première femme élue au suffrage universel, à l'époque en tout cas. Et qui a été réélu 4 fois, je crois, 4 ou 5 fois. Et quel est pour le choix de la musique? Alors Bernstein, bon, on a bien compris, mais oui. la toccata, surtout le Kreisel, Rosmarine de Kreisel. Alors, il y a eu une petite mésentente tout à l'heure, mais en fait c'était de ma faute parce que j'ai pas bien fait passer le message, comme quoi Chrysler allait donner l'ambiance du cercle. Et donc Chrysler, c'était la musique d'accompagnement de la dernière lecture, quand les deux personnages, Lord Andrew Maxwell et puis Hertz, sont au cercle. Alors en fait, les différents extraits musicaux que vous avez entendus, ce sont des extraits que moi j'avais en tête quand j'écrivais aussi, c'est-à-dire que bon, bah forcément, au moment où il est question de Claude Lelouch, c'est impossible d'y échapper, quoi. Après, il y a d'autres musiques. D'ailleurs, le morceau que vous avez entendu, Légende, je ne connaissais pas du tout cette histoire avant que Corinne, qui est aussi ma professeure de violon en fait, me demande de l'étudier à un moment donné. Et donc, elle m'a demandé d'étudier cette légende. Et moi, j'ai fouillé, en fait, je voulais savoir qui était Swieniawski, j'en avais jamais entendu parler. Et donc j'ai fouillé, et puis en fouillant, j'ai découvert des trucs. Tiens, ça correspond à l'époque sur laquelle je suis en train de travailler, et c'est quand même un personnage de roman, quoi, ce Henryk Wieniawski, avec et même la légende. Donc, comme j'avais des petits éléments, j'ai fouillé hein, à droite et à gauche, j'avais des petits éléments qui me permettaient de reconstituer dans ma tête ce qui avait pu se passer à Londres chez Hampton. On disait Mr. Hampton, on disait... Mr. Hampton. Très bien. On a pris cette décision. Ah, mais c'était la bonne, c'est ce qu'il fallait dire. C'était exactement ce qu'il fallait dire. Voilà, et puis d'autres passages, ceux qui sont... Ah, vous n'êtes pas partis comme ça, hein? Ah, mais je ne peux pas partir, Il y a eu le texte que j'ai lu en étant accompagné par Corinne. Ce sont des images que j'avais quand j'écrivais le chapitre où justement Marianne testait son archer. Et alors ça fait appel à des musiques que j'ai eu l'occasion de jouer à l'orchestre avec Anne-Sophie qui est dans la salle et puis Michael qui est également dans la salle, qui font partie de l'orchestre avec lequel je joue. Et puis d'autres, ce sont des musiques que m'a fait découvrir aussi Corinne, puis que j'ai entendu. Il y avait Per Gynt, ça j'ai très bien reconnu. Pardon? Per Gynt. Oui. Voilà. Oui. Oui, ça c'est un extrait qu'on avait joué aussi. Et je voulais juste dire que Michael a très bien joué la légende. Bon. Oui, si. Merci. Je ne le dirai pas. C'est gentil. Très gentil. Merci. Voilà. Alors je me lève. Ah si. Nous, on va vous convier dans le salon-bar de la bibliothèque. Mais juste avant, est-ce qu'on peut avoir encore un petit peu Shabadaba? Je voudrais juste ajouter que
quand vous allez prendre un petit verre, si vous le souhaitez, je serai derrière la table là, et si vous voulez, je vous fasse des dédicaces. Alors moi, attendez, moi j'ai un petit truc à dire qui n'a rien à voir du tout, mais c'est avant Shabbat Avoda. Nous lisons le 7 décembre, nous faisons une lecture de Olga Tokarczuk, et là nous vous emmenons en Pologne, 7 décembre. Et nous avons un pianiste. 17h. À 17h. C'est pas un violoncelliste, c'est un pianiste néerlandais. Ça veut tout dire. Enfin, ça ne veut rien dire du tout. Et donc, nous vous emmenons en Pologne. Voilà. Ça s'appelle La crèche de Olga Tokarczuk, 17h, 7 décembre. Là, Ici même. Un dimanche. Alors, bon, tout le monde peut chanter. Hein. Ah bon, voilà. Tout le monde a la larme. Hier, le spectacle, tout le monde a la larme. Donc si vous voulez prendre un verre d'amitié avec nous,